Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation des 24 heures du Mans 2019 sur le circuit de la Sarthe. Je suis en compagnie de Louis Matelin. Comment vas-tu, Louis? Ça va très bien, Clément, merci. Et on va présenter un petit peu ces 24 heures du Mans, les différents concurrents, catégorie par catégorie, quelles sont les catégories les plus intéressantes à suivre. Mais déjà, on va commencer par deux choses. Une rapide présentation du circuit automobile du Mans, qui est un circuit très très long, plus de 13 km, qui est un circuit assez atypique, Louis. Oui, c'est un circuit assez atypique parce qu'il y a une partie qui est un circuit permanent, qui est en fait le circuit Bugatti. Il y a une partie de ce circuit qui est en fait des nationales et des départementales, donc une route que vous pouvez emprunter toute l'année, qui ne sert vraiment que pour les 24 heures du Mans en voiture. Et puis il y a une petite partie qui ne sert aussi que pour les 24 heures du Mans en voiture, mais qui n'est pas ouverte au public et qui ne fait pas non plus partie du circuit permanent, qui est en fait tout le secteur des S-Porsche. Donc en ça déjà c'est un circuit assez unique au monde. C'est un circuit qui est assez unique par sa longueur aussi, qui est un circuit assez long, plus de 13 km comme tu l'as dit. Donc c'est déjà une course très atypique sur un circuit atypique. Alors, c'est un débat qui est revenu auprès de nombreux spécialistes année après année. Est-ce que tu penses que c'est un circuit difficile ou est-ce que c'est plus l'épreuve et la longueur qui le rendent difficile? Le circuit en lui-même n'est peut-être pas si difficile que ça. Maintenant, il y a quand même des beaux challenges, hein, notamment du côté des S-Porsche, du côté de Harnage, Indianapolis, où on arrive très vite en courbe sur une départementale, donc un revêtement qui est pas parfait. Donc il y a quand même des beaux défis aux 24 heures du Mans, et puis c'est un circuit qui est très rapide, donc forcément sur une course de 24 heures, c'est compliqué. Mais je pense que le défi vient autant de la course en elle-même que du circuit. D'ailleurs, le virage d'Indianapolis, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, parce qu'il y a au moins une sortie de piste pendant le week-end à chaque année. C'est un virage très compliqué à prendre, surtout pour les pilotes amateurs. On voulait aussi démarrer par un petit quiz. Louis, tu avais préparé un petit quiz pour montrer à quel point j'étais un très mauvais expert des 24 heures. Alors j'ai préparé quelques petites statistiques intéressantes. Alors d'abord, est-ce que tu savais que le National Geographic Society avait déterminé que les 24 heures du Mans étaient l'événement sportif numéro 1 mondial? Donc c'est pas seulement la plus grande course du monde, c'est aussi le plus grand événement sportif du monde selon ce journal. Je trouve que c'était une stat intéressante, je savais pas si tu... Non, écoute, j'ai toujours entendu que c'était soit le Super Bowl ou alors les épreuves reines du Tour de France, enfin vraiment plus ces choses-là que les 24 heures du Mans. Et ouais, donc ou les JO, la Coupe du Monde, mais non, ouais, effectivement, cette organisation avait décidé que c'était plutôt les 24 heures du Mans, donc je ne sais pas exactement sur quoi il se base, mais c'était un clin d'œil sympa, je trouvais. Donc ce sera la 87e édition des 24 heures du Mans, une course qui est courue depuis l'entre-deux-guerres. Le circuit de la Sarthe, justement, au Mans, qui mesure 13 km 626. Alors, il faut savoir qu'au tout début, le circuit de la Sarthe, il était beaucoup plus grand. Il était tracé entre Le Mans, La Ferté-Bernard et Saint-Calais. Et c'était un circuit qui faisait au bas mot 90 km. Donc voilà, on parlait de la longueur du circuit, mais à l'époque, c'était encore pire. Le tour le plus rapide, est-ce que tu sais qui l'a signé? Alors, est-ce que c'est pas Kobayashi l'an dernier? Alors oui, le tour le plus rapide du circuit actuel, c'est une 13-761, qui a donc été signé par Kobayashi sur la Toyota l'année dernière. Mais le tour le plus rapide de ce circuit, quelle que soit sa version, c'était en 1971, et c'était Pedro Rodriguez sur une Porsche 917 qui lui avait fait 3-13-90. D'accord, ok. Donc voilà, on était une petite seconde en dessous, mais le circuit était bien différent, il n'y avait pas les chicanes, c'était un circuit beaucoup plus rapide. Alors, on va passer aux statistiques constructeurs. Est-ce que tu sais qui est le constructeur qui a le plus gagné dans la Sarthe? Ça, c'est facile. Bah, c'est Porsche. Eh oui, c'est Porsche. Porsche avec 19 victoires, devant Audi 13 victoires et Ferrari 9 victoires. Est-ce que tu sais quelle est la voiture qui a le plus gagné dans la Sarthe? C'est la R8. Et ouais, l'Audi R8, tout à fait, avec 5 victoires. Autre question assez facile. Qui a fait le plus de podiums? Ça doit être Christensen, non? En termes de constructeur, à ton avis? En termes de constructeur, bah ça doit être Porsche aussi. Eh oui, c'est Porsche aussi, 54 podiums. Donc on a vu 54 Porsche sur le podium depuis la création des 24 heures du Mans. C'est assez énorme. Une petite statistique amusante, quel constructeur a terminé le plus de fois deuxième avant de gagner? Ça doit être Toyota du coup. Eh ouais, c'est Toyota. Toyota a fait 5 fois deuxième avant de finalement s'imposer l'année dernière. Donc c'est quand même une statistique assez impressionnante pour Toyota. Beaucoup de malchance de leur part, voilà, ouais. Pour bien comprendre toute la malchance qu'ils ont eu avant de réussir à s'imposer. Et même une malchance qui a un peu continué parce qu'ils ont gagné et tout le monde a dit que c'était pas mérité. Donc
Et enfin, le manufacturier de pneus, donc le constructeur de pneumatiques le plus victorieux. Je vais te dire Dunlop pour le virage, mais ça doit être Michelin. Non, c'est Dunlop. Et non, c'est Dunlop. 34 victoires pour Dunlop, 27 pour Michelin. Donc les deux sont assez proches. Mais Michelin a encore un peu de temps avant de rattraper Dunlop. Et puis Goodyear qui a gagné 14 fois aussi. Et d'ailleurs, ça devrait être théoriquement une Michelin qui gagne cette année. On en reparlera tout à l'heure. On en reparlera. Allez, on passe au côté des pilotes. Qui a le plus gagné? Ça, c'est facile. C'est Christensen, ouais. C'est Christensen qui a gagné 9 fois. X a gagné 6 fois. Biella, Pirot et Bell ont gagné 5 fois. Mais Biella et Pirot étaient équipiers de Christensen. À noter une petite statistique intéressante. Wolf Barnato, qui était un pilote dans les années 20-30, lui a gagné 3 fois en 3 participations. Donc il a un 100% sur 3 participations. Donc c'est plutôt pas mal. Le pilote qui a le plus participé aux 24 heures, je crois que tu sais aussi qui c'est. Alors ça doit être Christensen du coup. Mais non, c'est Henri Pescarolo. Ah, c'est Pesca. Ah d'accord. Oh là là. Henri Pescarolo a participé 33 fois aux 24 heures du Mans en tant que pilote, plus je ne sais pas, une petite dizaine de fois en tant que directeur d'écurie. Donc c'est assez énorme, et il est suivi d'assez près par Bob Wollek qui a participé 30 fois et qui aurait certainement pu aller chercher ce record s'il n'était pas décédé dans une course aux États-Unis. Et puis Yojiro Terada, un japonais qui lui a gagné 29 fois et qui a participé 29 fois. Le vainqueur le plus jeune, est-ce que tu sais qui c'est? J'en ai aucune idée. Alors là, je peux même pas dire. C'est un ancien pilote de Formule 1. Emmanuel Pirot? Non, non, c'est Alex Wurz qui a gagné à 22 ans et 91 jours en 1996. Ah, donc avant qu'il commence la Formule 1, non? Oui, avant de commencer la Formule 1, il avait gagné les 24 heures du Mans. Le plus vieux, là, ça date de 1949, je vais te dire directement qui c'est Luigi Chinetti qui avait gagné à 47 ans et 343 jours, donc pour ainsi dire 48 ans. D'accord. Alors, petite statistique amusante, la plus longue durée entre 2 participations, est-ce que tu sais qui c'est? C'est un pilote que tu connais bien aussi. Ça doit être Pesca du coup. Non, ça doit être Jackie X. Non, c'est Jean Alesi qui a participé 2 fois seulement aux 24 heures du Mans, une fois en 89 et une fois en 2010, donc il y a eu 21 ans entre ces 2 participations successives aux 24 heures du Mans. D'ailleurs, 2 ans après, il a fait l'Indy 500 en 2012 avec Lotus, ses fameux échecs. Tout à fait, donc le plus de podiums bien sûr c'est Christensen, et le plus de podiums sans victoire c'est quelqu'un qui a beaucoup participé, c'est Bob Wollek. Est-ce que tu connais le record de vitesse aux 24 heures du Mans? Qui a été doit le plus être vite? un peu plus de 400 km/h, mais j'ai pas la... c'est dans les années 90. Ça date de 1988 avant l'apparition des chicanes, et c'est en fait un record de vitesse qui était de 407 km/h. C'est sur une WM, c'est ça? Exactement, sur une WM à moteur Peugeot par Roger Dorchy qui était le pilote. C'est ça, ouais. Et Peugeot a fait pression, a en tout cas milité auprès des commissaires pour que le record enregistré ne soit pas 407 mais 405, parce que Peugeot venait de lancer la Peugeot 405. Donc voilà la petite anecdote qui va bien. Et enfin, le pourcentage d'équipage à l'arrivée le plus faible en fonction du nombre au départ, c'était en 1970. Seulement 13,7% des voitures avaient terminé, donc il y avait 51 voitures au départ et seulement 7 étaient à l'arrivée. Alors on va s'intéresser un peu plus à l'édition de cette année. Donc les équipages sont répartis donc avec 8 équipages en LMP1, 20 en LMP2, 17 en GT Pro et 17 en GTAM. On reviendra un peu là-dessus tout à l'heure. Il y en a 34 qui proviennent du WEC, 16 qui proviennent de l'ELMS, seulement en P2 et en GTAM. Il y en a 9 qui proviennent du championnat américain, le United Sports Car, et il y en a 2 seulement qui viennent de l'Asian Le Mans Series. Et alors si tu sais compter, tu verras qu'il manque une voiture, qui est un cas spécifique, qui est en fait le team Villorba-Corset. C'est Hilar Villorba-Corset qui en fait participait à l'ELMS l'année dernière, qui participera au WEC sur la prochaine saison, donc 2019-2020, et qui actuellement ne participe à aucun championnat, mais qui est quand même invité. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a souvent des équipes qui sont invitées en ELMS, en European Le Mans Series et en Asian Le Mans Series, en tant que vainqueurs de LMP3, donc ils doivent s'habituer à un nouveau proto LMP2 juste pour cette course. Et tout à fait, c'est pas simple, et on aura l'occasion d'en reparler peut-être après. Est-ce que tu sais qui est le constructeur qui engage le plus de voitures cette année? C'est Porsche. Et non. C'est Ferrari? Officiellement, c'est Ferrari. Mais ça doit être Oreca du coup. Oreca, ouais, Ferrari. Alors justement, il y a une petite subtilité, c'est Ferrari qui engage 11 voitures en GT Pro et en GTAM. Porsche en engage 10. Mais Oreca, officiellement, en engage 10. Mais il y a 2 châssis Oreca qui sont engagés, un sous le nom d'Aurus et un sous le nom d'Alpine, ce qui fait au total 12, donc une de plus que Ferrari. Mais officiellement,
une de moins. Donc il y aura pas mal de pilotes aussi engagés, il y aura beaucoup d'anciens pilotes de Formule 1. On aurait de quoi faire toute une grille de Formule 1 avec les anciens pilotes de Formule 1, ils sont 22. Alors je vais te les citer rapidement: Lotterer, Senna, Kobayashi, Buemi, Nakajima, Alonso, Petrov, Van Dorn, Sarrazin et Sirotkin en LMP1. En LMP2 on aura Di Resta, Stevens, Vergne, Van der Garde, Maldonado, Davidson. En GT Pro on aura Magnussen, attention pas Kevin Magnussen mais Yann Magnussen, on aura Jimmy Bruni et Seb Bourdet. Et puis en GT AM on aura Fisichella, Beretta et Lamy. Et il y a aussi énormément de pilotes d'anciens du GP2 et aussi d'anciens passés par la F3000 par exemple. Et puis on a d'autres grands noms, par exemple, qui nous viennent des États-Unis avec Briscoe, Dixon, qui sont très connus pour leur participation en IndyCar, ou des pilotes qui viennent du WTCC comme Farfus ou Prio, etc. Un petit coup d'œil aussi du côté des femmes, il n'y aura que 3 femmes engagées cette année, et elles seront toutes engagées sur la même voiture du Kessel Racing, sur une Ferrari du Kessel Racing. Donc il s'agit de Manuela Gostner, Rahel Frey et de Michelle Gatting, qui sont respectivement italiennes, suissesses et danoises. Et Rahel Frey qui avait déjà participé en 2010 aux 24 heures du Mans sur une Ford GT qui était avec un équipage 100% féminin. Oui, je crois que c'était peut-être même une Ford GT du Frey Racing, non? Ouais, c'était tout à fait, c'était une voiture du Frey Racing, ouais. Qui était engagée sous le nom Matek ou quelque chose comme ça, mais c'était géré par Frey Racing. Ouais, mais c'est vrai que le Emil Frey Racing est une écurie assez connue en GT dans différentes catégories. Donc voilà, au total ça nous fait 186 pilotes sur 62 voitures qui vont prendre part à cette course. Et alors on va voir un peu qui va être capable de gagner. Alors je te laisse peut-être commencer. Alors, on va commencer par la catégorie... en fait, on va remonter catégorie par catégorie. Et on va commencer par la catégorie LMGTE AM. Donc, les GT aux mains d'écuries privées avec au moins un pilote bronze, donc un pilote amateur. C'est une catégorie dans laquelle on a vu passer par exemple Patrick Dempsey il y a quelques années, donc c'était un peu le phare sur cette catégorie en 2016, et qui cette année a des équipages assez variés, puisqu'on a des équipages à la fois du championnat du monde, mais aussi des séries continentales, du WeatherTech Sports Car, de l'Européenne et de l'Asian Le Mans Series. Donc je sais pas pour toi qui sont tes chouchous dans cette catégorie, mais moi j'en ai 3. J'ai l'Aston Martin numéro 98 d'un trio qui est composé de Paul Dalla Lana, de Pedro Lamy et de Mathias Lauda, le fils de feu Niki Lauda, qui est un trio qui a déjà gagné au Mans, qui a déjà gagné le championnat du monde d'endurance, qui est très expérimenté et qui va très très vite, qui dispute la dernière course avec cette Vantage version 2014 ou 2015. Donc c'est leur dernière course avec cette voiture, et ils auront à cœur de bien faire avec cette voiture. J'ai aussi comme chouchou le Team Project One sur la numéro 56 avec Jörg Bergmeister, Patrick Lindsay, un des anciens coéquipiers de Patrick Dempsey lorsqu'il venait au Mans, et Edigio Perfetti, un pilote norvégien dont j'ai pas trop d'infos sur lui, mais c'est un team qui est arrivé l'an dernier en championnat du monde d'endurance et qui a très très vite performé, qui a gagné 1 ou 2 courses et qui a été très impressionnant. Donc je les vois aussi dans mes chouchous. Et enfin, bien évidemment, le Proton Racing qui a sorti encore l'artillerie lourde, notamment la 77 avec Matt Campbell, Christian Ried et notre jeune français Julien Andlauer. Donc ça, pour moi, c'est les 3 voitures qui vont se battre pour la gagne, mais peut-être que tu en as d'autres. Écoute, je suis assez d'accord avec toi pour les voitures en route pour la gagne. La 77 m'a l'air très forte avec des pilotes officiels Porsche qui sont sous contrat avec Porsche. Évidemment, Aston Martin avec cet équipage Dalla Lana, Lamy, Lauda qui fait un peu figure d'épouvantail pour leur succès dans la catégorie. Moi maintenant je vais surveiller aussi d'autres voitures, peut-être pas pour la victoire, mais je vais suivre leur performance avec intérêt. Ce sera la voiture, la numéro 86, la Porsche du Gulf Racing. Alors il y a ces 3 pilotes amateurs, mais simplement voir les couleurs Gulf sur une Porsche au Mans, c'est toujours particulier. Et puis comme je le disais tout à l'heure, l'équipage composé de 3 femmes, la numéro 83, la Ferrari du Kessel Racing, qu'on suivra avec attention, on va voir de quoi elles seront capables. C'est dommage, je pense qu'il n'y ait pas plus de femmes engagées. Typiquement avec l'argent des W Series, on aurait pu engager plus de voitures, plus d'équipages féminins, et ça aurait, je pense, bien plus servi la cause des femmes que cette catégorie monotype. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Après, c'est vrai que cette catégorie LMGTE AM, c'est surtout une catégorie de gentleman driver, même si on retrouve de très bons pilotes. Donc ce sera intéressant à suivre. Je pense beaucoup de voitures auront leur chance.
Ouais, et puis c'est une catégorie où souvent Ferrari et Porsche placent leurs jeunes pilotes entourés de gentleman drivers pour leur apprendre à être dans un championnat du monde avant de les amener sur le team officiel en GTE Pro. Donc pour des jeunes comme Julien Handler, c'est toujours une occasion de se montrer. Et puis on retiendra aussi la numéro 85, la Ford GT du Keating Motorsport, qui est la première Ford GT à être sous pavillon privé depuis l'arrivée de cette nouvelle voiture. Donc on surveillera toujours cette petite voiture assez sympathique. On va passer à l'autre catégorie privée, l'OLMP2. On reviendra après vers la grosse bataille, mais passons tout de suite au LMP2. Alors je te laisse me dire qui sont tes trois chouchous pour cette catégorie. Alors en LMP2 déjà il faut savoir qu'il y a au moins un pilote qui doit être amateur. Alors je ne sais plus si c'est bronze ou silver, tu dois savoir ça mieux que moi. C'est silver théoriquement. Voilà, donc il y a au moins un pilote silver, et alors moi j'ai toujours une attention particulière pour les teams où on sait directement qui est le pilote silver. Par exemple, si on regarde chez Dragon Speed, on a un équipage qui est composé de Pastor Maldonado, d'Anthony Davidson et de Roberto Gonzalez, dont on n'entend jamais vraiment parler. Donc voilà, ça c'est un équipage qui je pense va être très fort. J'aime aussi beaucoup l'équipage du TDS Racing, composé de François Perraudot, Loïc Duval et Mathieu Vaxivière. Il y a aussi un bel équipage au United Autosport avec Phil Hanson, Philippe Albuquerque et Paul Di Resta. Il y a vraiment du beau monde dans cette catégorie, mais je mettrais bien une pièce sur deux équipages. Un équipage, donc l'équipage du J-Drive, justement avec Lorus qui est en fait une Oreca, avec Roman Rusinov, Job Van Heutert qui est donc le pilote silver, et Jean-Éric Vergne, qui sont vraiment les plus rapides en ELMS et qui vont faire figure de favoris. Et puis aussi au Racing Team Nederland, on a une belle équipe avec Guido van der Garde qui est arrivé en Formule 1 et Nick De Vries qui est un des leaders du GP2 cette année. Et évidemment le pilote silver Fritz Van Aert. Donc je pense que ce sera un bel équipage aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est deux équipages que j'aurais donné vraiment des gros pilotes, surtout le team Nederland où le pilote Silver est vraiment très très bon pour suivre ces deux grosses têtes d'affiche que sont Van der Garde et De Vries. Donc vraiment un très très beau team. J'ajouterais du coup la Dragon Speed 31, celle de Maldonado, Davidson et Gonzalez, parce que Maldonado, Davidson c'est quand même du sérieux comme team. Et puis l'épouvantail de cette catégorie pour moi, en plus du J-Drive, c'est la numéro 38, la Jackie Chan DC Racing, un team qui a déjà gagné dans la catégorie, qui a failli gagner le général en 2017. Une voiture aux mains de Ho Pin Tung et Stéphane Riquelme qui entoure le jeune Gabriel Aubry. Donc c'est vraiment une voiture très 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 rapide qui a fait beaucoup de mal en championnat du monde l'an dernier. Et je les vois aussi comme troisième épouvantail de la catégorie avec la numéro 29 et la numéro 26, tu as déjà dit. Je pense qu'on peut passer à la grosse bataille, oui. la guerre des chefs, vraiment la catégorie la plus excitante cette année, le LMGTE Pro. Alors là, je ne sais pas si tu arrives à dénicher un favori là-dedans, mais c'est la grosse guerre totale. On va juste rappeler les constructeurs engagés: Ferrari, Chevrolet, Ford, BMW, Porsche, Aston Martin. Alors, à toi l'honneur. Allez, c'est très difficile de dégager des favoris ici parce qu'on est les meilleurs teams européens. On a Corvette qui est un très très bon team aussi qui vient se greffer là-dessus, et on a aussi les teams qui courent avec des voitures qu'on voit déjà en WEC mais qui courent en championnat américain, et je pense notamment aux Porsche officielles américaines et aux Ford officielles américaines. Donc tout ça nous fait qu'on a un plateau d'une qualité énorme, qui en plus ça s'est renforcé par la balance of performance qui permet à toutes les voitures d'être à peu près sur un pied d'égalité, et donc c'est très compliqué de dégager des favoris. Maintenant, moi, si je devais vraiment en citer une, ce serait la Porsche numéro 93 de Patrick Pillet, Earl Bamber et Nick Tandy. Et il faut savoir que Earl Bamber et Nick Tandy, ils ont gagné les 24 heures du Mans au général avec la Porsche 919. Donc c'est des clients quand même. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un très très beau plateau. Ouais, c'est une voiture qui va falloir surveiller. D'ailleurs, elle faisait partie de mes favoris. Je pense qu'on peut aussi surveiller la 69, la Ford de Ryan Briscoe, Richard Westbrook et Scott Dixon. C'est une voiture qui va faire ses adieux en tant qu'écurie officielle. Et un trio comme ça mérite quand même aussi un petit coup d'œil. Je ne sais pas si t'en as d'autres, mais c'est vrai que c'est très compliqué de trouver un favori à cette catégorie. Et posons la question qui fâche: est-ce que tu penses que BMW peut remporter 24 heures du Mans après la débandade de l'an dernier et après leur annonce de l'arrêt du programme WEC après seulement 1 an et demi?
Bah écoute, oui. Pour répondre clairement à la question, oui, ils peuvent. Maintenant, est-ce qu'ils le feront? Ce sera beaucoup plus compliqué. Oui, ils le peuvent parce qu'ils sont un peu revenus sur ces dernières courses. Ils ont des beaux équipages aussi, notamment je pense à la 82 avec Augusto Farfus, Antonio Félix da Costa et Jesse Krohn. Ils peuvent. Maintenant, il y a énormément de concurrence et il faudra une bonne dose de réussite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence, même des Aston Martin qu'on voyait pas très bien l'an dernier ont réussi à revenir dans la course et il faudra aussi les surveiller. Ils ont 2 gros équipages, ils sont allés chercher des très bons pilotes, ils ont un peu refait leur line-up l'an dernier et très sincèrement c'est très très dangereux ce team Aston Martin. Passons à la catégorie suprême, le LMP1, 8 voitures engagées. Alors attention, la question à grand suspense, qui vois-tu remporter les 24 heures du Mans au général? Je ne saurais me décider sur le constructeur, mais je verrais bien une voiture japonaise quand même. La Toyota numéro 7 ou la numéro 8? Tranchons dans le vif du sujet, ce sera une Toyota normalement, sauf retournement de situation bien évidemment. Oui, voilà. Sauf retournement de situation qu'on a déjà vu. On a déjà vu une année où justement les LMP2 étaient en tête à quelques heures de la fin. Mais entre les deux Toyota, évidemment ma préférence va à la numéro 8, puisque tu sais que j'aime beaucoup Fernando Alonso. Maintenant, je verrais bien la 7 l'emporter. Pour une simple raison, c'est que peut-être Toyota va essayer de donner la victoire à ces 2 équipages pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, je me trompe peut-être, la course sera peut-être absolument terrible entre les 2 équipages, mais je verrais bien Toyota essayer de faire gagner la 7 pour que les 2 équipages au moins aient remporté les 24 heures. Ouais, et puis la 7 est assez sympa. Moi, ça me plaît, Kamui Kobayashi, Mike Conway, même si j'aime moins Lopez. Mais cet équipage me plaît, il est assez sympa, donc c'est vrai que j'aurais bien la 7. Et du coup, qui vois-tu sur la 3e marche du podium, puisque c'est là où se situe la vraie bataille entre les 2 rébellions, la Bike OS, la Dragon Speed qui est en réalité une SMP, et les 2 SMP? Bah écoute, la Dragon Speed ne me fait pas beaucoup rêver. Chez Bike Halls, on a dit que l'objectif principal c'était déjà de finir, de finir devant les LMP2, mais de finir. Donc déjà ça semble mal parti pour eux. Chez Que de SMP, l'amour pour Bike Halls. Ah oui, je les aime beaucoup, je les aime beaucoup. Ils sont là, contre vents et marées, ils ratent à chaque fois, mais ils reviennent et c'est beau finalement. Mais on va leur souhaiter quand même d'arriver au bout de la course. Moi j'aimerais beaucoup qu'ils arrivent parce que c'est vraiment une petite écurie qui le mérite et qui manque souvent de chance. Ils sont souvent percutés par d'autres voitures. On l'a vu encore à Spa. Oui, déjà à Spa. Lors de la dernière course, donc j'ai que de l'amour pour eux et qu'ils réussissent, c'est vraiment tout ce qu'on leur souhaite. Puis ils ont un bel équipage avec Paolo Ruberti qu'on connaît un peu moins, mais surtout Tom Dillman et Oliver Webb qui sont quand même des pointures. Ouais, c'est 2 très bons pilotes. Ouais. Ils avaient réussi des années à avoir des très bons anciens pilotes de F1 comme Liuzzi, comme Christian Klein, donc c'est une écurie qui arrive toujours à se démener pour avoir des bons petits pilotes. Mais donc clairement, pour la 3e place, ça se jouera entre SMP et Rébellion. Moi, je mettrais bien une pièce sur l'équipage Aleshin, Petrov, Vandoorne. Ouais, pareil. Même si je pense qu'en termes de pilote, c'est vraiment l'équipage de la numéro 1, la Rébellion numéro 1, avec André Lotterer, Bruno Senna et Neil Jani qui est le plus fort. Mais j'ai l'impression que côté voiture, la SMP est un peu au-dessus. Ouais, et puis alors Mireille Aleshin est un peu en dessous de ses 2 coéquipiers, mais Petrov, Vandoorne, ça va très très vite. C'est vrai que le trio de la numéro 1 est plus homogène, on va pas se mentir. Nijani a beaucoup d'expérience, André Lotterer aussi. Bruno Senna est un peu en dessous, mais reste un excellent pilote, meilleur qu'Aleshin, si on fait une comparaison oui, tout à fait. équipage. Mais c'est vrai que cette SMP, enfin cette BR One est très très rapide, fonctionne très très bien en ligne droite, un peu moins bien en virage, mais bon, dans la Sarthe, des virages, il y en a 8, donc c'est pas trop compliqué. Une fois que tu as passé les virages Porsche, c'est à fond pour tout le reste du circuit, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et ouais, c'est un équipage qui me plaît beaucoup, qui est très cool. Et d'ailleurs, SMP, qui comme Bike-OS, mais à un niveau encore supérieur, a eu des super pilotes ces 2 dernières années. Alors, on parle de l'ami Brendan Hartley qui est venu faire une pige, de Jenson Button. On a eu vraiment des super pilotes du côté du team russe. Oui, et en plus c'est un team russe qui s'emploie vraiment à montrer qu'il est russe, parce qu'il y a sur chaque équipage il y a 2 pilotes russes. Tout à fait. La question qui fâche, quelle catégorie vas-tu le plus suivre? Quelle catégorie te fait le plus rêver cette année? Alors effectivement ça va être, comme on l'a dit là, l'écurie, le plateau où il y a le plus de concurrence, ça va être le LMGTE Pro, et c'est vraiment là où c'est le plus ouvert et où il y aura le plus de suspense. Maintenant je pense qu'il y aura une belle lutte aussi en LMP2.
Ouais, c'est deux grosses luttes qui vont se faire. Bien évidemment, en GTE Pro, en GTE AM, on aura aussi une lutte, mais bon, un peu plus anonyme, puisque c'est une catégorie un peu plus ordinaire, on va dire, qui fait un peu moins rêver. Mais ouais, en LMP2 et en GTE Pro, c'est là où vont avoir lieu les grosses batailles, comme chaque année quasiment. Oui, tout à fait. Et puis, mais je pense qu'on aura des batailles à tous les étages. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'une défaillance des deux Toyota qui ferait que la course serait vraiment très ouverte pour la victoire finale. Tout à fait. Et pour terminer cette émission, ce qu'on peut dire, c'est que cette course est la dernière de la super saison. C'est important de le préciser. Et que le titre se joue lors de cette dernière course pour la plupart des catégories. Alors, qui vois-tu être sacré champion dans chacune des catégories? On va commencer par le LMP1. Est-ce que c'est l'équipage Alonso, Buemi, Nakajima ou l'équipage Conway, Kobayashi, Lopez qui, selon toi, sera sacré? Alors justement, ce qui me faisait préférer la 7 pour la victoire finale, et peut-être le fait qu'ils sont un peu décrochés au championnat, c'est encore jouable pour eux, mais ils sont un peu décrochés, ils auront peut-être envie de prendre plus de risques pour aller gagner que la 8, où l'équipage aura peut-être plus à cœur d'assurer les points pour gagner le championnat. Donc pour le championnat, je dirais la 8, pour la course, la 7. D'accord, pour la course, c'est d'ailleurs les points sont un peu plus importants pour le Mans que pour les autres courses, donc c'est pour ça que la 8... la 8 n'est pas encore sûre d'être sacré champion. Si on passe du côté de chez nos amis GTE Pro, puisque c'est l'autre championnat du monde, là c'est fait pour Kevin Estre et Michael Christensen qui seront champions. Mathématiquement, je crois que c'est fini d'ailleurs. Je crois que c'est bon. Ouais, il y a suffisamment d'écart. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de questions à se poser. Il faut se dire, c'est plutôt pour la deuxième place. Est-ce que le deuxième duo Porsche, Bruni-Leitz, sera rejoint par le duo Calado-Pierre Goudy de Ferrari, selon toi? C'est faisable, mais la numéro 91 avec Leeds, Bruni et Makowiecki m'a l'air très forte, mais tout comme finalement la 51 avec Calado, Perguidi et Serra. C'est limite à pile ou face, hein. Les deux sont très forts. Surtout qu'il va y avoir une grosse bataille en GTE Pro, donc peut-être qu'il y aura d'autres écuries venant d'autres catégories qui viendront interférer là-dedans. Oui, tout à fait. Et puis, je le répète, mais il y a toujours beaucoup plus d'incertitudes sur une course de 24 heures que sur une course de 6 heures. Beaucoup plus de choses peuvent arriver. La fatigue se fait beaucoup plus sentir, les mécaniques sont beaucoup plus poussées, et donc il y a toujours beaucoup plus de risques d'accidents, de casse mécanique ou d'autres choses. Donc ça reste très ouvert. Du côté du LMP2, alors là on n'est plus dans les championnats du monde, dans les trophées endurance, puisque le LMP2 et le GTE AM ne sont pas officiellement des championnats du monde, mais on a encore trois équipages en course. L'équipage de l'Alpine, de l'Alpine française, avec Nicolas Lapierre, Pierre Thiret et André Negrao. L'équipage de la DC Racing, Opintung, Aubry et Eric Elmi, dont on a déjà parlé tout à l'heure, et l'équipage de la Dragon Speed avec Gonzalez et Maldonado, qui sont les deux seuls pilotes à avoir fait toute la saison. Alors qui vois-tu parmi ces trois équipages l'emporter au final? Alpine, DC Racing, Dragon Speed? Je vois moins Dragon Speed, disons, parce que il y a du retard. Il y a du retard, et puis j'ai l'impression aussi que Alpine et le Jack Chen DC Racing sont des teams un peu plus gros, qui peut-être pourront mieux préparer une course comme les 24 heures et qui auront moins de chances d'avoir des ennuis, du moins sur 24 heures. Donc je vois plus une de ces deux-là. Après, laquelle, c'est encore très difficile. Je mettrais bien une pièce sur Alpine parce qu'ils sont quand même très solides souvent. Bah écoute, je vais te suivre sur Alpine qui pourra peut-être aller chercher son deuxième sacre dans la catégorie. Du côté du trophée pour le GTE AM, alors là encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, mais le Team Project One pour sa première saison est en tête. Donc c'est déjà un gros point pour eux. Et puis deux autres écuries peuvent être encore sacrées. Le Spirit of Race de Giancarlo Fisichella et ses deux coéquipiers Castellacci et Flore. Et le TF Sport, la deuxième écurie Aston Martin, avec Sally O'Look et Charlie Eatswood qui ont fait toute la saison. Alors qui vois-tu s'imposer entre TF Sport, Spirit of Race et Team Project One? Et là, je pense que c'est l'expérience qui va primer. Je verrais bien la Spirit of Race avec notamment Giancarlo Fisichella qui certes commence à être âgé, mais qui est toujours capable de faire la différence. Et qui en qualification place son team très 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 haut sur la grille à chaque fois. Il a toujours une pointe de vitesse assez incroyable.
Je pense qu'on a fait le tour pour ces 24 heures du Mans qui sont à suivre ce week-end. Donc départ samedi 15h. Ne manquez pas le départ qui sera diffusé sur France TV si vous n'êtes pas sur place, comme chaque année. Et l'arrivée sera dimanche à 15h aussi sur France TV, pareil. Donc c'est le groupe France TV qui diffuse la course comme chaque année. Et sinon, il y a je crois qu'il y a une web TV pour suivre l'intégralité de la course avec Henri Pescarolo. Ah, ça c'est très bonne nouvelle. Ça c'est toujours, les commentaires d'Henri sont toujours les meilleurs. Et voilà, donc on se retrouve après la course pour un peu ce débrief de la course et de cette super saison du coup, et profiter de la course. Merci Louis de nous avoir éclairé de ta lanterne sur ces 24 heures du Mans. Merci Clément, ça a été un vrai plaisir. Et puis on espère une victoire autre que les Toyota, peut-être une surprise. Allez, on espère. On espère une très belle course, oui. Allez, salut. Salut à tous.